Sono state le Brigate Rosse a fare quel rapimento. 10 persone, 10 operai, studenti, un operaio della Breda, un impiegato della Siemens, un contadino, io, una donna che è un assistente per handicappati, lavora in una scuola, un artigiano, refice, 2 precari romani, uno studente, 10 persone normali, età media, sui 30 anni, proletari, gente che da quel paese, dall'Italia di quegli anni, ha iniziato un processo rivoluzionario, uno scontro sociale e politico che è iniziato tanti anni prima e che vede quell'azione, vede il sequestro di Aldo Moro, l'attacco di quella portata allo Stato italiano come un momento di sviluppo del processo rivoluzionario in corso. Je m'appelle Prospero Gallinari. Je suis né à Reggio Emilia, dans le nord de l'Italie. Ceci est la terre d'où je viens. Je n'ai pas été à l'école maternelle. Mon école à moi, c'est la campagne. Nous habitions une ferme comme on n'en voit plus. Une ferme face à une villa. Dans la ferme vivaient les paysans, nous, et dans la villa vivaient les propriétaires. Nous partagions la même cour, le même air, et pourtant c'était 2 mondes. 2 mondes dont la seule communication résidait dans le fait que nous donnions une part de notre travail, en réalité plus de la moitié, nous la donnions au maître, parce qu'ils étaient les propriétaires de la terre. C'était le seul moment de communication. Pour le reste, il y avait à 20 mètres l'une de l'autre, dans la même cour, 2 maisons contiguës et pourtant séparées, comme s'il y avait un mur, comme s'il y avait une barrière, parce qu'elles étaient différentes du point de vue de la construction, mais surtout par le genre de vie que menaient leurs occupants, qui appartenaient à 2 mondes sans communication entre eux. Les camarades de l'université de Trente font une analyse politique de la situation que nous partageons, qui place au centre du mouvement de protestation les métropoles ouvrières du Nord. Ces camarades étudiants prennent la décision de s'installer à Milan et d'entreprendre un travail militant avec les CUB, les comités ouvriers de base des grandes usines milanaises. Les mots d'ordre de ce mouvement naissent des besoins concrets des gens. Mais ils posent de plus un problème de pouvoir. Par exemple, occupons les maisons sans payer de loyer. C'est ainsi que commence une occupation des logements. On arrivait avec des cisailles, on coupait les chaînes qui avaient été posées aux portes et on prenait possession des lieux. Ce sont les familles avec les enfants qui les occupaient. Nous, on était là pour les assister dans ce combat. Un mouvement révolutionnaire est en cours. Un processus de rupture est enclenché au niveau national, avec les ouvriers qui luttent dans les usines, avec le mouvement étudiant, avec les mouvements sociaux dans les quartiers. Et le Parti communiste ne réagit pas. Il ne s'associe pas à ces mouvements. Pire, il les considère comme des provocations, comme des initiatives qui lui retirent le contrôle de la situation. Le parti est enfermé sur lui-même et rate ce passage de génération. Qui est quasi identique à ce qu'il était il y a 30 ans. Le débat est principalement politique. On parle de processus révolutionnaires, d'organisation, et comme nous avions le défaut des marxistes et des communistes en général, à savoir qu'eux seuls comprennent ce qu'ils disent, nous ne craignions pas que le propriétaire du restaurant, sa femme ou ses fils, comprennent les enjeux politiques dont nous débattions.
Il était évident que nous allions opter pour la lutte armée comme réponse stratégique aux conflits sociaux et politiques dans le pays. Ici, on aborde les questions d'organisation. Tout se passe à l'intérieur des usines. Mais c'est déjà un affrontement de pouvoir, ou en d'autres termes, de l'instauration d'un double pouvoir à l'intérieur des usines. C'est l'ouvrier qui doit craindre le contremaître ou le contremaître qui doit craindre les actions des brigades rouges. C'était ça l'enjeu. Là où il y a du poisson, il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, le poisson meurt. Nous avons pu exister parce qu'il y avait un terrain social qui partageait nos idées, ou du moins n'y était pas opposé. Un militant qui doit vivre clandestinement voit tous ses rapports sociaux, ses rapports affectifs, se réduire aux camarades qui appartiennent à l'organisation clandestine. On ne peut construire de relations avec l'extérieur. On ne peut avoir de rapport avec sa famille. Je connais des camarades qui étaient mariés, avec des enfants, et qui ont quitté leur foyer, qui ont quitté leur femme. À Turin, c'est une femme qui a quitté son mari. Ce n'était donc pas un problème uniquement masculin. Ceci a un caractère politique fondamental. Il s'agit d'un magistrat, et donc d'un des points cardinaux que les Brigades Rouges ont ciblés quand s'est posé le problème de la conquête du pouvoir. Notre analyse nous a conduit à identifier trois cibles: le pouvoir politique, le pouvoir militaire et le pouvoir économique. Le pouvoir politique, c'était pour nous la démocratie chrétienne que nous combattrons pendant toute la durée de notre organisation. Le pouvoir économique, c'était le grand patronat et les grands groupes industriels qui lui étaient affiliés. Le pouvoir militaire était constitué par les forces de police et par leur versant judiciaire. Moi aussi, quelques mois plus tard, je suis arrêté à Turin avec un camarade. Se faire arrêter intelligemment est difficile. Nous nous sommes fait arrêter d'une manière vraiment stupide. Nous conduisions une voiture qui n'était pas en règle. Elle avait été volée en Allemagne. Nous nous étions garés sans nous en rendre compte près d'une banque. C'était en plein jour. Une brigade anti-hold-up est arrivée pour nous demander nos papiers. Nous n'avons pas été capables de dire à qui appartenait la voiture. Ils nous ont arrêtés. Dès que nous sommes entrés dans la salle d'audience, nous avons demandé la parole. C'est Maurizio Ferrari que nous avions désigné pour parler en notre nom. Présupposait une intervention des Brigades Rouges à l'extérieur du tribunal. De fait, c'est ce qui s'est produit une semaine plus tard. C'est-à-dire que nous revendiquons politiquement à l'intérieur du tribunal l'action commise par l'organisation à l'extérieur. On quitte la salle et le procès est suspendu. Il est suspendu parce que l'État n'est plus en mesure de l'affronter. Donc, dans le défi que nous, Brigades Rouges, avions lancé à l'État pour savoir qui était l'accusé et qui était l'accusateur, c'est nous qui sommes sortis vainqueurs de la bataille. Pourquoi Croce? Croce était le président de l'Ordre des avocats à Turin, c'est-à-dire l'homme auquel le tribunal avait confié la tâche de désigner les avocats commis d'office qui devaient nous défendre au cours de notre procès. L'assassinat de Croce a fait sauter cette procédure. Les avocats commis d'office ne pouvaient plus être nos défenseurs. Ils étaient devenus nos adversaires.